Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette session de formation relative au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne. Mon nom est Jérôme Mouret, votre instructeur qui vous accompagnera tout au long de cette formation. La durée de cette formation est de 2 heures. Cette formation s'adresse tout particulièrement aux agents d'escale, aux agents d'enregistrement, aux agents de litige bagages, aux agents de réservation, au personnel navigant commercial, mais également aux agents de sûreté aéroportuaire. À la fin de la formation, un test d'évaluation vous sera proposé. Vous devrez obtenir 80% de bonnes réponses à ce test pour valider votre parcours de formation. Voyons ensemble les objectifs pédagogiques de la formation. À l'issue de cette formation, vous posséderez les connaissances fondamentales vous permettant de respecter les exigences de la réglementation et plus particulièrement de comprendre l'importance de l'identification des marchandises dangereuses, d'identifier les marchandises dangereuses par rapport à leurs critères et à leurs étiquettes, de reconnaître les marchandises dangereuses non déclarées, d'identifier les produits et articles dangereux acceptables au transport aérien par les passagers et les membres d'équipage, et enfin, d'appliquer les mesures d'urgence spécifiques en cas d'incident avec des marchandises dangereuses. La formation que vous allez suivre est composée de plusieurs chapitres. Les généralités sur le transport aérien, la définition des marchandises dangereuses, les classes de danger et leurs étiquettes, les étiquettes de manutention, les étiquettes de marquage spécifiques, les marchandises dangereuses cachées susceptibles de présenter un risque, les dispositions relatives aux marchandises dangereuses transportées par les passagers et les membres d'équipage, les cas particuliers représentés par la cigarette électronique, les bagages contenant du dioxyde de carbone solide et les fauteuils roulants électriques. Les informations devant être transmises au commandant de bord, le transport des piles au lithium, et enfin, les mesures d'urgence devant être prises en cas d'incident avec les marchandises dangereuses. Bonne formation. Chapitre 1. Généralité. Dans ce chapitre, nous allons aborder les points relatifs à la sécurité. Attention, il ne faut surtout pas confondre la sécurité de la sûreté. Et oui, Jérôme, on confond souvent les deux, alors que c'est totalement différent. La sécurité est toujours associée aux mêmes choses. Quand vous montez dans votre voiture, quelle est la première chose que vous faites? Vous mettez votre ceinture de sécurité. À chaque fois que nous parlons de sécurité, nous parlons en fait de lutter contre les accidents. En effet, toutes les choses mises en place pour la sécurité sont là pour prévenir les accidents, les incidents, les défaillances techniques, qu'elles soient d'ailleurs d'ordre mécanique, structurel ou météorologique. On parle donc de lutter contre les actes involontaires. La sécurité aérienne, c'est l'ensemble des mesures visant à réduire le risque aérien. Maintenant, si on parle de sûreté aérienne, c'est différent. La sûreté aérienne comprend l'ensemble des mesures prises pour lutter contre les malveillances intentionnelles, comme les actes de terrorisme. On parle donc de lutter contre les actes volontaires. Ça consiste principalement en une recherche d'éventuels engins explosifs pouvant être introduits à bord d'avions. Tout d'abord, parlons des enjeux. Eh bien, il est nécessaire, dans un premier temps, d'assurer la sécurité de l'avion, ensuite, la sécurité des occupants, et enfin, la sécurité des tiers en surface. N'oubliez pas, nous parlons ici de sécurité. La sécurité est un élément primordial pour l'avion lui-même, ses occupants et les personnes au sol, car un avion est vulnérable. Mais au fait, Jérôme, pourquoi un avion est-il fragile et vulnérable? Eh bien, un avion, il est fragile et vulnérable. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il faut bien être conscient d'une chose, c'est qu'en cours de vol, les soutes contenant le fret et le bagage sont totalement inaccessibles. Deuxièmement, un avion, on a à l'intérieur du carburant, de l'oxygène. Nous avons également la pressurisation de l'appareil. Il faut tenir compte également de la ventilation nécessaire au renouvellement de l'air. Eh bien, tout ça a pour conséquence que l'appareil lui-même a une très grande vulnérabilité au feu. Troisième point, c'est la cabine en elle-même. Une cabine d'avion, c'est un espace qui est clos, un espace confiné,
un espace étroit, si bien que la marge de manœuvre pour l'intervention des membres d'équipage en cas d'incident en cours de vol est extrêmement réduite. Autre point, ce sont les conditions du transport aérien qui sont très particulières. En effet, on doit tenir compte, par exemple, de forts écarts de température. Ces écarts peuvent atteindre une centaine de degrés, soit entre un aéroport de départ et un aéroport de destination, soit entre le sol et l'altitude de croisière. Autre point dont il faut tenir compte également, c'est la pression atmosphérique. En effet, cette pression diminue avec l'altitude. Ceci ayant pour conséquence une dilatation de récipients sous pression par exemple, tels que des aérosols. De plus, au cours de vol, on peut être amené à traverser des zones de très forte turbulence. Et l'amplitude des vibrations subies au cours de ces turbulences peut atteindre 8 G. Alors, lorsque l'on dit par exemple qu'un corps est soumis à une force de 4 G, cela signifie 4 fois son propre poids. En raison de ces enjeux, mais également de la vulnérabilité de l'avion, une réglementation a été mise en place. Plongeons-nous un peu dans le passé pour étudier l'historique de cette réglementation. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, a été créée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Au sein de l'ONU, il existe 6 organes principaux. Et d'ailleurs, peut-être avez-vous déjà entendu parler de certains d'entre eux. On va trouver l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice, le secrétariat et le Conseil économique et social. Au sein du Conseil économique et social, il existe plusieurs comités, notamment un sous-comité appelé le sous-comité d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses, qui élabore des recommandations pour le transport de toutes les marchandises dangereuses, à l'exception des matières radioactives. Ces procédures sont applicables à tous les modes de transport. Si le SCO-ETDG élabore des recommandations pour le transport des marchandises dangereuses non radioactives, concernant les règles de transport de ces dernières, c'est l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, un organisme créé en 1957, qui en est chargé. Ces recommandations sont ensuite transmises à l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'OACI a été créée en 1944 à Chicago par des États, des pays. Le rôle de l'OACI est de participer à l'élaboration des normes permettant la standardisation du transport aérien international. Le Conseil de l'OACI adopte les normes et recommandations réglementant par exemple la navigation, les fréquences radio, mais également la sécurité. L'OACI s'est fondée sur l'ensemble de ces recommandations pour élaborer la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne. Notons que l'OACI et l'AIEA sont des agences dépendantes de l'ONU. La réglementation de l'OACI est codifiée dans l'annexe 18 à la Convention relative à l'aviation civile internationale et dans les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses. En 1945, certaines compagnies aériennes se sont regroupées au sein d'une association, l'Association du transport aérien international, IATA. En 1953, les compagnies membres de l'IATA se sont aperçues que de plus en plus d'articles et de matières ayant des propriétés dangereuses étaient expédiés par voie aérienne, et que si leur transport n'était pas réglementé, cela mettait en jeu la sécurité des passagers, des personnels de bord, mais également des avions. L'expérience et les incidents survenus permettent à l'IATA de publier une réglementation pour le transport des marchandises dangereuses, appelée également DGR, Dangerous Goods Regulations, basée sur les instructions techniques de l'OACI. Alors, qu'avons-nous appris au cours de ce chapitre? Tout d'abord, nous avons fait la différence entre la sécurité et la sûreté. Ensuite,
nous avons traité des enjeux de la sécurité pour le transport aérien. Puis nous avons abordé les raisons de la vulnérabilité d'un avion. Et enfin, nous avons présenté l'historique et la structure de la réglementation. Chapitre 2. Définition d'une marchandise dangereuse. Depuis le début, nous parlons de marchandises dangereuses. Mais au fait, Jérôme, c'est quoi une marchandise dangereuse ? Eh bien, la réglementation nous donne la définition suivante. Les marchandises dangereuses, ce sont des matières ou des objets qui présentent un risque pour la santé, pour la sécurité, pour les biens ou pour l'environnement. Chapitre 3. Les classes de danger et leurs étiquettes. Les marchandises dangereuses ont été répertoriées en 9 classes de danger en fonction de la nature du risque. Chaque classe est numérotée de 1 à 9. Et dans certaines classes de danger, les marchandises dangereuses ont été répertoriées en divisions eu égard à la vaste portée de la classe. Les classes 1, 2, 4, 5 et 6 ont des divisions. Merci Jérôme. Alors, étiquette, classe de danger, division, c'est pas évident. Essayons d'y voir plus clair. Il existe 9 classes de danger. Une classe, c'est une famille qui regroupe des produits de même nature, partageant des risques qui lui sont propres. Par exemple, quel que soit le type d'explosif, cela reste un explosif.